Bonjour et bienvenue à ce balado du rendez-vous Enfants et familles en santé, une initiative du Bureau régional du Québec de l'Agence de la santé publique du Canada. Please note that a written translation of this podcast is also available on the GC Collab page. Enfants et familles en santé vise à faciliter le partage de ressources, de connaissances, d'expériences et de bonnes pratiques, financé par le Programme d'action communautaire pour les enfants PASS et le Programme canadien de nutrition prénatale PCNP. Dans ce balado, le chercheur Simon Lapierre et l'intervenante Marie-Ève Lafortune discutent de la violence conjugale et familiale en abordant les interventions possibles auprès des familles vivant cette situation. Avant de laisser la parole à nos invités, notez s'il vous plaît que les points de vue exprimés dans ce balado sont ceux des invités et ne reflètent pas nécessairement l'opinion officielle de l'Agence de la santé publique du Canada. Nous aimerions aussi vous avertir que le contenu qui suit peut être troublant pour certaines personnes et contient des mentions de violence conjugale et familiale. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez vit ce genre de violence, contactez SOS Violence Conjugale au 1-800-363-9010. Des ressources utiles sur le sujet vous seront également partagées. Bonne écoute! Bonjour Marie-Ève. Salut Simon. Ça va bien? Oui, merci. Et Oui. toi, ça va? Oui, ça va bien, merci. Content d'être avec toi aujourd'hui. On a une liste de questions qui nous a été soumise par certains organismes PASS auxquels on va tenter de répondre dans les prochaines minutes. Mais peut-être avant de se lancer avec la première question, on pourrait peut-être se présenter rapidement. Alors, je pense que tu es intervenante, c'est bien ça? Oui, je suis intervenante psychosociale dans un organisme communautaire famille de Schlager-Maisonneuve. C'est Entre maman et papa. Donc, moi, j'interviens auprès des enfants 0-5 ans. De leurs parents, en fait. Et toi, Simon, t'es chercheur, t'es professeur, veux-tu nous en dire un peu plus? Oui, alors je suis professeur à l'École de service social de l'Université d'Ottawa et je travaille depuis une vingtaine d'années, disons, sur la question de la violence conjugale et particulièrement l'expérience des victimes et des enfants là, qui vivent dans un contexte de violence conjugale. Je pense que tes interventions vont être très pertinentes, puis je vais pouvoir venir appuyer avec mon expérience terrain un petit peu. J'espère que ça va répondre aux questions des gens. Alors, on se lance avec la première question. Alors, la première question, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'un enfant vit dans un contexte de violence conjugale? C'est toute une question, hein. Moi, dans mon expérience, en fait, c'est les parents qui viennent se livrer à moi. Je travaille beaucoup auprès des parents, pas tant auprès des enfants. Quand les parents se livrent à moi, puis là, je parle des parents parce que, bon, c'est souvent les mères, mais il pourrait y avoir des pères. Puis de toute façon, là, on va parler des mères, probablement, on va féminiser nos interventions, mais c'est important de prendre en compte que le parent qui vient nous voir, peu importe si c'est un homme ou une femme, on prend pour acquis que c'est vrai et on accueille et puis on intervient avec cette personne-là. Mais pour les enfants, j'ai travaillé un peu avec des plus vieux enfants, mais je m'y connais pas tant. Toi, je pense que tu as quand même un domaine de recherche auprès des enfants. Comment est-ce que les enfants vivent ça? Comment est-ce que on peut se rendre compte? Qu'on peut se rendre compte qu'ils sont victimes de la violence de leurs parents, en fait? Je pense que la première chose que je dirais, c'est que c'est important de prendre conscience du fait qu'il n'y a pas un élément qui va nous permettre de savoir qu'un enfant vit dans un contexte de violence conjugale. Il n'y a pas certains comportements ou certaines conséquences qui sont nécessairement propres à la violence conjugale et qu'on va retrouver chez tous les enfants qui vivent dans ce contexte-là. Donc, je pense que pour pouvoir déceler qu'un enfant dans notre entourage vit dans un contexte de violence conjugale, je pense que la première chose, c'est de bien comprendre la violence conjugale. Il faut savoir c'est quoi la violence conjugale. Il faut savoir que ça se limite pas uniquement à des agressions physiques, mais que la violence conjugale, elle peut prendre différentes formes, que les auteurs de violence conjugale vont utiliser différentes stratégies pour maintenir leur contrôle sur leur conjointe ou leur ex-conjointe, mais aussi souvent sur l'ensemble des membres de la famille. Et je pense qu'essentiellement, après ça, un coup qu'on a bien compris c'est quoi la problématique, il faut être à l'écoute des enfants. Il faut être disponible, il faut être à l'écoute. Et les enfants, s'ils sentent qu'ils peuvent nous faire confiance, s'ils sentent qu'on est disponible et qu'on est à l'écoute, ils vont nous en parler souvent de ce qu'ils vivent et ils vont nous dire de quoi ils ont besoin. Mais pour ça, il faut être à l'écoute et il faut
faut être disponible. Puis je pense qu'il faut évidemment, quand on parle des enfants plus jeunes, mais aussi parfois des enfants un peu plus vieux, les ados, il faut pas s'attendre à ce qu'ils nous disent: écoute, je vis dans un contexte de violence conjugale. Hein. C'est pas ça qu'ils vont nous dire. Ils vont peut-être nous dire: papa puis maman se chicanent, papa puis maman ils crient beaucoup chez nous, c'était difficile, j'ai pas pu dormir hier soir parce que ça criait dans la maison. Mais il faut être assez, je pense, à l'écoute pour pas s'arrêter là, puis vraiment aller plus loin, puis dire à l'enfant: qu'est-ce que tu veux dire? Raconte-moi ce qui s'est passé, puis vraiment prendre le temps de créer un climat de confiance, puis d'être à l'écoute. Puis c'est souvent après, hein, quand ils nous parlent vraiment de ce qu'ils ont vécu, que là on se rend compte, ben OK, c'est pas une petite chicane là qui s'est passée une fois entre papa puis maman. Ce qui est en train de me dire quand il dit papa et maman se chicanent, c'est que il vit dans un contexte où il y a au quotidien des comportements de violence, de contrôle. Il vit au quotidien dans un climat de tension, de terreur. Mais pour ça, il faut vraiment comprendre la problématique puis être à l'écoute de la réalité de ces enfants et de ces jeunes là. Mm-hmm. C'est intéressant, mais j'espère qu'on va pouvoir justement, dans cette rencontre-là, pouvoir éclaircir un peu plus qu'est-ce que c'est la violence conjugale. Tout à fait. Et comment, de ton point de vue, comme tu es dans l'intervention, qu'est-ce qu'on fait quand on intervient auprès de ces enfants ou de ces jeunes-là, mais aussi auprès des familles qui présentent une problématique de violence conjugale? Ben moi, c'est sûr que l'expérience que j'ai, c'est beaucoup auprès des parents. Puis les parents, comme je disais tantôt, viennent se confier à moi. Donc c'est quand la personne vient se confier, ben je la prends tout de suite à part dans un endroit sécurisant, là, confidentiel. Puis on sait jamais la durée de la rencontre. Hein? On sait quand ça commence, puis on sait pas quand est-ce que ça va finir. L'important, c'est de les accompagner comme il faut là-dedans, de les aider à prendre conscience de c'est quoi la violence conjugale, justement. Moi, l'outil que j'aime beaucoup utiliser, c'est la fleur de la violence physique et sexuelle, pouvoir et contrôle, qui a été un outil qui a été créé par le PAS il y a 10-15 ans, mais il est très difficile à trouver maintenant. Si jamais on réussit pas à le trouver puis à vous le rendre disponible, il y a toujours la roue de la violence du pouvoir et du contrôle, en fait, qui est très accessible partout. Donc, on explore ensemble tous les types de violences. Oui, il y a la violence physique qu'on connaît beaucoup, là, mais outre ça, il y a l'intimidation, la violence psychologique, il y a le recours à l'isolement, il y a nier, blâmer, minimiser qu'est-ce qui est en train d'arriver, il y a dénigrer l'autre beaucoup aussi, les menaces, l'utilisation des enfants, hein, culpabiliser la victime, utiliser les enfants comme menace, comme je vais partir avec les enfants, ou t'auras plus accès aux enfants, des trucs comme ça, là. Ou bien menacer d'attaquer les enfants. Bon, ça c'est vraiment quelque chose qui est là en lien avec l'utilisation des enfants. Il y a les abus économiques aussi, la violence économique qui est là. Il y a toutes ces facettes-là dans la violence conjugale. Et puis, c'est important de voir eux, qu'est-ce qu'ils vivent. Donc, de les accompagner pour prendre conscience vraiment de toutes les facettes de la violence qu'ils vivent. Donc là, ensuite, on peut les informer aussi, les informer sur leurs droits, parce que si c'est des gens qui viennent d'arriver au pays, par exemple, et souvent, ils n'ont pas conscience des droits qu'ils ont ici en tant que femmes. Donc, c'est important de leur expliquer, puis de leur expliquer les choix possibles qu'ils ont devant eux. Ensuite, après ça, là, moi, souvent, j'essaie de les situer, je leur présente le cycle de la violence conjugale, puis j'essaie de faire en sorte qu'ils comprennent où est-ce qu'ils en sont dans ce cycle-là. Parce qu'il y a oui, le moment de violence, mais après la violence, c'est souvent la lune de miel. Puis là, c'est tout un beau moment, la personne victime reprend de l'espoir, ça va bien aller, ensuite les tensions reviennent, puis ça culmine encore vers le retour de la violence très explicite. Donc, où est-ce qu'ils en sont en ce moment dans leur cycle? Puis de prendre conscience que ce cycle-là existe, souvent, c'est une grande révélation pour elles aussi. Puis, souvent, c'est ça, en fait, elles veulent pas nécessairement partir tout de suite, elles hésitent, elles pensent aux enfants, comment ça va se passer, mais
d'expliquer les conséquences que ça a sur les enfants, je pense que c'est important aussi. Bon, peut-être qu'on pourrait y revenir tantôt plus en détail, les conséquences sur les enfants. Mais tu sais, dans le fond, on essaie de les accompagner à cesser ce cycle-là. Donc souvent, moi, j'appelle avec la personne SOS Violence Conjugale, qui est vraiment un service vraiment génial pour l'accompagnement là des familles. On pourra mettre le numéro de téléphone disponible, mais il se trouve facilement aussi. Et puis, je les accompagne dans toute cette démarche-là, vraiment au rythme de la personne. Est-ce que la personne est prête à partir? Oui. OK, bien on enclenche tout ça. Comment est-ce qu'on va pouvoir trouver un hébergement? Le taxi, plus tard, la police va pouvoir accompagner la famille pour récupérer ses objets, la femme, ses enfants, pour récupérer ses objets personnels. Mais des fois, la femme, elle est là, puis elle a pas ses enfants avec elle, elle est pas prête du tout. Si la personne, elle est là, prête, mais pas tout de suite, là, genre dans 24 heures, on planifie tout ça ensemble. On y va vraiment. Puis je pense que c'est important de prendre le rythme de la personne, où est-ce qu'elle en est, mais vraiment d'inciter à collaborer parce que c'est important de la protection, de se protéger elle, oui, mais protéger ses enfants aussi. Donc, on va regarder ensemble tous les endroits dans la maison où est-ce qu'elle pourrait se protéger. Est-ce qu'il y a une pièce barrée? Comment est-ce qu'on peut sortir vite? Est-ce que tu as quelqu'un proche de chez toi qui est une alliée, qui pourrait t'aider? Des fois, ça va être d'enseigner le 911 aux enfants, dépendamment de l'âge des enfants, bien sûr, là, mais d'essayer de voir quelle personne de confiance peut être là, vite, comment on sort, etc. Si la personne collabore comme ça, puis essaie de mettre en place un plan rapidement, ben je pense que l'important, c'est de protéger et de garder ce lien de confiance avec les parents. Donc, je suis pas portée à ce moment-là à tout de suite appeler la DPJ. Quand la personne collabore pas, reconnaît pas la situation ou est vraiment pas prête à entrer dans un processus pour se protéger puis protéger les enfants, ben là, en toute transparence, j'explique que je vais devoir appeler la DPJ pour dénoncer la situation. Parce que la loi, elle a changé récemment. Peut-être tu pourrais nous en parler un peu plus. Comment ça, tu sais, dans le fond, avant, les enfants étaient témoins, maintenant ils sont victimes. La loi a changé. Pourrais-tu nous éclairer un peu plus là-dessus, Simon? Oh oui, absolument. Puis je pense qu'effectivement, on l'entend toujours souvent de la part des organismes. Est-ce qu'on doit signaler à la protection de la jeunesse? Quand est-ce qu'on doit signaler à la protection de la jeunesse? C'est intéressant que tu nous parles un peu de ton approche, puis sur quoi tu te bases pour prendre cette décision-là. Ce que la loi nous dit, effectivement, la loi a changé sur la question de la violence conjugale depuis en 2006-2007, il y a eu des modifications majeures à la loi sur la protection de la jeunesse au Québec. Et maintenant, l'exposition à la violence conjugale est vue comme une forme de mauvais traitement psychologique. Donc, elle est reconnue dans la loi sur la protection de la jeunesse au Québec, l'exposition à la violence conjugale. Et ce que la loi nous dit, c'est en fait quand on a des craintes pour la sécurité d'un enfant, quand on pense que la sécurité ou le développement d'un enfant pourrait être compromis dû notamment à l'exposition à la violence conjugale, on a le devoir de signaler cette situation-là à la direction de la protection de la jeunesse pour qu'ils fassent finalement une évaluation de la situation. Moi, ce que je trouve qui est peut-être important ce que je dis toujours quand je donne la formation, ce que je dis toujours aux intervenantes et aux intervenants, que ce soit dans le milieu communautaire ou dans les milieux institutionnels, c'est que je dis, on a par contre un devoir lorsqu'on signale une situation de violence conjugale à la protection de la jeunesse. Je pense qu'on a le devoir de transmettre des informations les plus claires et les plus précises possibles à la personne qui va recevoir notre signalement. Fait que si on a vu, par exemple, que le père, il insulte à chaque matin sa conjointe lorsque ils viennent porter les enfants à l'école ou à la garderie, qu'il l'insulte en lui disant qu'elle est folle ou qu'elle comprend rien, c'est important quand je fais mon signalement à la protection de la jeunesse que je dis pas je sais qu'il y a des conflits dans cette famille-là, mais que je dis ce que j'ai vu, c'est que à chaque matin, lorsque les parents vont porter les enfants à l'école, monsieur insulte madame en lui disant « t'es folle puis tu comprends rien ». Donc,
c'est un exemple, il pourrait y avoir plein d'autres exemples, mais l'importance de vraiment être très, très clair et précis sur qui fait quoi à qui dans ce que j'ai observé et de transmettre ces informations-là parce que c'est à partir des informations qu'on transmet que l'intervenant de la DPJ va faire son évaluation. Donc, plus je peux être précis dans quelles sont mes inquiétudes, mais quels sont les faits que j'ai observés, les comportements que j'ai observés, mieux l'intervenant va être outillé pour faire une bonne évaluation de la situation. Donc, je pense que ça, c'est peut-être un truc à garder en tête, là. Ça, c'est notre responsabilité qu'on a comme citoyen, comme professionnel, comme intervenant, quand on fait un signalement, de fournir vraiment des informations très, très précises sur ce qu'on a observé, puis sur nos craintes ou nos préoccupations. Ah, c'est vraiment intéressant, ça. C'est vrai que quand on parle aux gens de la DPJ, mieux vaut être très clair et précis. Merci. Moi, dans le fond, si jamais je déclare pas tout de suite à la DPJ, si jamais ça arrive, je m'assure d'avoir un contact vraiment rapide avec la personne. 24, 48 heures gros max après notre intervention, je veux avoir un contact avec la personne. Que ce soit au téléphone, idéalement en personne, c'est bien mieux. Mais au pire, ça peut être au téléphone aussi. Voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on met en place, est-ce qu'il est arrivé quelque chose. On met tout ça vraiment, on reclarifie, on revérifie et c'est ça, on fait un suivi vraiment serré avec la personne parce qu'on a vraiment le devoir de protéger. Et si on choisit de pas signaler, c'est vraiment une lourde responsabilité qu'on a de toute façon, peu importe, je pense que c'est une lourde responsabilité à partir du moment où on le sait et qu'on doit agir, là, de toute façon. Puis je pense que quand on n'est pas certain aussi, on peut aussi appeler à la DPJ pour faire une consultation. Donc, j'appelle pas pour signaler la situation d'un enfant ou d'une famille, mais j'appelle de manière anonyme pour dire j'ai une situation X, Y, Z, j'ai observé telle et telle chose, est-ce que vous considérez que je devrais faire un signalement dans ce genre de situation-là? Et ça va nous aider, je pense, à prendre une décision. Ça peut nous aider à prendre une décision plus éclairée, là, à savoir est-ce que je devrais ou non signaler la situation de cet enfant-là à la direction de la protection de la jeunesse. Tout à fait, oui, c'est vrai. C'est toujours une ressource intéressante à utiliser. SOS Violence Conjugale, la DPJ sont là pour nous aider, nous accompagner à intervenir auprès des familles, puis à nous aider à prendre des décisions éclairées, tout le monde. T'as parlé un peu plus tôt, Marie-Ève, t'as comme abordé la question de la séparation. Hein? Parfois, les femmes, les mères sont prêtes à quitter, parfois elles sont pas prêtes à quitter. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette période-là qui est assez importante dans le parcours des femmes et des enfants? Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est que souvent ils hésitent, les mères. À la base, elles pensent que elles vont repousser la séparation, c'est pour le bien des enfants. Moi, clairement, je leur parle des conséquences que ça a sur les enfants, cette situation-là, comment ces tensions-là, cette violence-là a un impact. On pourrait peut-être y revenir bientôt. Souvent aussi, c'est par peur. Puis je pense que, en tout cas, je me dis souvent qu'elles ont raison, surtout avec les dernières, cette année, tout particulièrement, disons que ça a mis en lumière mes questionnements par rapport à cette peur-là de quitter parce que il y a eu beaucoup de féminicides cette année. C'est troublant, là. La violence qui s'exacerbe au courant de la séparation. Est-ce que c'est un phénomène nouveau, ça, ou ça a toujours été là, d'après toi, d'après tes recherches, Simon, la violence post-séparation, là? C'est vrai que ça peut avoir l'air nouveau parce que on a longtemps pensé, comme société, que la séparation mettait un terme à la violence. Pourtant, ça fait longtemps que les recherches nous montrent que non seulement le fait de se séparer ou de quitter un conjoint violent, ça ne met pas un terme à la violence. Très rarement, en fait, la violence va s'arrêter avec la séparation. Mais ce qui est aussi clair, c'est que non seulement ça met pas un terme à la violence, mais que pour les femmes et les enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale, à partir du moment où ils entrent dans le processus de séparation, donc ils pensent quitter le conjoint violent, madame annonce à son conjoint qu'elle va le quitter, madame quitte, en fait, cette période-là
période-là est la période la plus dangereuse. C'est la période où ces femmes et ces enfants-là sont le plus à risque de vivre de la violence sévère ou même, comme tu y faisais référence, d'être tués par leur conjoint. Alors, évidemment, c'est pas de dire, il faut que vous restiez avec votre conjoint parce que quitter, c'est dangereux. Quitter, c'est à court, moyen, long terme, un pas dans la bonne direction, je dirais, de manière générale, vers une vie sans violence, vers une vie sécuritaire. Mais je pense que ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que nous, comme professionnels, comme intervenants, comme entourage, comme personnes, comme voisins, amis de femmes et d'enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale, à partir du moment où on sait qu'on se dirige vers une séparation, ben c'est pas le temps de dire tout est réglé. Au contraire, c'est le temps de mettre les bouchées doubles là, pour vraiment s'assurer qu'on met en place un filet de sécurité. Tantôt tu disais développer des scénarios ou des plans de sécurité avec ces femmes et ces enfants-là qui savent qu'ils peuvent appeler le 911 s'ils se sentent en danger. Donc c'est vraiment là, c'est toujours important, mais c'est d'autant plus important lorsqu'on entre dans le processus de séparation, puis quand on est dans le processus de séparation, puis suite à la séparation, de vraiment là, s'assurer qu'on met tout en place pour assurer la sécurité de ces femmes et de ces enfants-là, parce que c'est une période qui est potentiellement extrêmement dangereuse. Moi, j'avais toujours ouvert parce que les femmes que j'ai accompagnées, puis que finalement elles ont décidé de sortir de la maison, elles sont toutes allées en maison d'hébergement avec leurs enfants. Mais j'ouvrais toujours la porte à si vous avez besoin d'aide pour le après, là, parce que ça dure pas tellement longtemps l'hébergement en maison, l'hébergement d'urgence là, en maison d'hébergement pour femmes victimes de violence, c'est pas tellement longtemps. C'est autour de 3 mois, entre 1 mois, 3 mois, ça dépend vraiment des moments en fait, parce qu'il y a des moments où ils vont les mettre dehors plus vite parce qu'ils ont des grands besoins d'espace pour accueillir d'autres. Mais je les invite toujours à me recontacter pour qu'on puisse remettre à jour le plan de sécurité ensemble, là où est-ce qu'elles en seront rendues à ce moment-là. Des fois, si elles retournent à leur ancien logement, parce que c'est déjà arrivé, c'était à elles la maison, puis elles retournaient à leur ancien logement, mais c'est de s'assurer que les serrures sont changées, comment est-ce qu'il y a des endroits à sécuriser dans la maison, est-ce qu'elles ont les moyens de mettre un système d'alarme, il faut toujours prévenir l'école, la garderie, voir avec elles leur réseau, quels alliés elles ont autour d'elles, comment est-ce qu'on peut les sécuriser, là, autant d'essayer de s'appuyer sur des gens de confiance autour d'elles qui pourront les aider aux besoins. Donc ça c'est vraiment important, je pense là, mais elles sont pas beaucoup à m'être revenues, mais quand même il y en a quelques-unes qui sont revenues, puis ça a fait toute la différence dans leur vie, le fait de pouvoir se sentir soutenues après l'hébergement. Oui, vas-y. Non, j'allais dire, c'est super intéressant ce que tu nommes, Marie-Ève, parce que, quand on parle de la séparation, c'est important de parler d'enjeux de sécurité. C'est une période qui est potentiellement dangereuse. Il faut mettre en place un filet de sécurité. Mais il y a aussi plein d'autres défis que les femmes rencontrent dans ce contexte, les femmes et les enfants rencontrent dans le contexte de séparation, qui est une transition qui est parfois difficile, qui implique d'assurer sa sécurité, mais qui implique souvent un déménagement, qui peut impliquer une nouvelle école, un nouveau quartier, qui peut impliquer des procédures au niveau de la Cour supérieure, de la garde, qui peut impliquer des procédures au niveau criminel. Donc, il y a plein de choses qui peuvent constituer des défis pour les femmes et les enfants dans ce contexte-là. Puis, dans une des recherches que j'ai fait auprès de femmes victimes de violences conjugales, lorsque je leur ai demandé ce qui les avait le plus aidé dans ce contexte-là, ce qu'elles m'ont dit, c'est oui, évidemment, les enjeux de sécurité puis d'hébergement, mais aussi, ce qui les avait le plus aidé, c'est qu'un organisme les avait aidés à déménager leurs choses gratuitement, qu'un organisme leur avait donné un panier de Noël avec une dinde puis des cadeaux pour les enfants pour qu'ils puissent avoir un Noël entre guillemets normal, alors que il y avait pas d'argent pour acheter des cadeaux, pour acheter une dinde, qu'un organisme acceptait de prendre les enfants un après-midi par semaine pour leur permettre de recharger leur batterie parce qu'ils étaient complètement épuisés avec tout ce qui se passait dans leur vie. Alors je pense que oui, il y a des ressources spécialisées en violence conjugale qui peuvent mettre des choses en place. Il y a les policiers, il y a le système qui a un rôle à jouer. Mais je pense que comme entourage puis comme organisme
communautaire autour de ces familles-là. Il y a aussi plein de choses qu'on peut faire pour les aider dans ces transitions-là qui peuvent être extrêmement difficiles et épuisantes, là. Oui, puis l'enjeu financier est souvent mis de l'avant là, dans le discours des femmes que j'ai accompagnées parce que souvent soit qu'elles étaient mères à la maison à s'occuper des enfants ou bien qu'elles avaient un tout petit revenu d'appoint. C'est souvent la situation ou bien que la violence économique était très présente, puis ils ont même pas accès au compte de banque, des choses comme ça. Donc, c'est énorme les besoins qu'elles ont de se réorganiser, de réapprendre leur vie, puis de faire les choses autrement. Donc, c'est effectivement très stressant, puis ça vient vraiment corroborer les choses que j'ai vues sur le terrain. Ce que tu dis, Simon, c'est très intéressant. Dans le meilleur des mondes, on va essayer de travailler avec les deux parents aussi. Ça, c'est un gros défi parce qu'il faut que les deux reconnaissent le problème. Souvent, la victime reconnaît le problème, l'agresseur pas tant. Mais ça arrive. Ça arrive que l'agresseur reconnaisse qu'il y a une réalité de violence et que la personne veut vraiment se sortir de là. À ce moment-là, c'est merveilleux parce qu'il y a vraiment moyen de faire bouger tout le système au complet, de parler de la situation ouvertement, beaucoup plus facilement avec les enfants, de mettre en place du soutien autant pour la mère que pour le père à ce moment-là parce que le père, oui, a voulu prendre une prise de contrôle, de vouloir prendre le pouvoir, mais souvent, c'est que ça peut venir d'ailleurs, là. Cette souffrance-là était là avant et puis ça se traduit d'une façon très, très inadéquate. Et puis, ils ont besoin d'aide aussi pour pouvoir se sortir de cette roue de la violence-là. Et puis, quand reconnaître le problème, c'est le premier pas vers s'en sortir. C'est un long chemin. Mais c'est intéressant de pouvoir travailler avec les deux parents quand c'est possible. Sinon, on se concentre sur la victime, puis le processus judiciaire se chargera de l'agresseur. Mais bon, bref. À cet égard-là, une des questions qui nous a été soumise, c'est comment est-ce qu'on peut amener ces parents-là qui vivent dans une dynamique de violence conjugale à utiliser des stratégies parentales positives vis-à-vis de leurs enfants? Est-ce que tu as une réponse à cette question-là? Moi, j'ai des éléments de réflexion, mais j'aimerais t'entendre, étant donné que ça fait un peu un lien avec ce que tu viens de nous aborder. Oui, moi, j'ai quelques petits éléments comme ça qui me viennent en tête, comme reconnaître la situation vis-à-vis les enfants, parce que si on nie ou on diminue la situation face aux enfants, on risque de créer des blocages dans leur compréhension du monde, de la situation bien spécifique. Je pense que de reconnaître qu'on vit dans une situation qui était pas saine, qu'on a besoin d'aide, qu'on doit aller la chercher, qu'on doit pas rester dans une situation comme celle-là, on risque de pouvoir finir par pas recréer le cycle, d'après moi, de cette violence-là. Si on la nie et qu'on la diminue, l'enfant va rester avec ce malaise-là, qui sera pas reconnu, puis ça risque de créer des problèmes. D'après moi, il y a une plus grande chance, un plus grand risque de répéter en fait la violence par la suite, d'après moi. Mais bon, peut-être que tu pourrais nous en parler plus longuement. T'as sûrement des choses que tu pourrais rajouter par rapport à ça. Moi, je trouve que la question, elle est intéressante parce qu'on voudrait toutes et tous, idéalement, que les parents qui évoluent autour de nous aient des pratiques parentales positives. Hein. Bien sûr. Personne n'est contre les pratiques parentales positives. En même temps, je pense que quand on parle des familles qui vivent dans un contexte de violence conjugale, notre priorité devrait toujours être la sécurité. Je pense que il faut pas que notre volonté que ces parents-là développent des pratiques parentales positives nous fasse nous éloigner de la priorité qui est la sécurité. Donc, il faut toujours garder en tête, priorité numéro 1, c'est la sécurité. Après, pour ce qui est des pratiques parentales de ces parents-là, moi, je trouve que, je trouve qu'il faut porter un regard différent sur les pratiques parentales du parent victime versus les pratiques parentales du parent violent. Pour ce qui est commençons avec le parent violent, moi je pense que effectivement, comme tu le disais, c'est de reconnaître la violence, mais aussi reconnaître que
un parent qui a recours à la violence à l'endroit de ses enfants ou à l'endroit de sa conjointe, qui finalement, à cause de ses comportements, expose ses enfants à la violence conjugale, un parent qui fait ce choix-là, parce qu'ultimement, c'est un choix qu'il fait, c'est un indicateur de ses capacités parentales. Le fait d'avoir des comportements violents, d'exposer ses enfants à la violence conjugale, c'est un indicateur de ses capacités parentales. Donc, avant de travailler sur ces autres pratiques parentales, je pense que la première pratique parentale sur laquelle il faut travailler, c'est ces comportements violents. Et il faut vraiment l'amener à reconnaître que ces comportements-là ne sont pas des pratiques parentales positives, un peu opposées. Et il faut vraiment le convaincre de s'engager dans une démarche qui va l'amener à cesser ces comportements violents et à changer ses comportements à l'endroit de sa conjointe et à l'endroit de ses enfants. Puis quand il aura accepté de s'engager dans une démarche de changement par rapport à sa violence et qu'il aura diminué ses comportements violents, là on pourra envisager des pratiques parentales positives dans d'autres dimensions. Mais il va falloir d'abord travailler sur sa violence, puis après ça, on pourra travailler sur d'autres dimensions. Donc, il y a des organismes qui sont là pour les aider, les hommes, à se responsabiliser, à s'engager dans une démarche de changement par rapport à leur violence. Alors que quand on regarde les pratiques parentales du parent victime, il faut reconnaître que comme mère, on a beau faire tout ce qui est en notre possible pour avoir ces pratiques parentales positives-là, pour s'occuper adéquatement de nos enfants, pour établir une routine qui est adaptée à leurs besoins, pour répondre à leurs besoins éducatifs, pour les socialiser. Il reste que quand on vit dans un contexte de violence conjugale, les choix qu'on fait comme parents aussi sont limités parce que le conjoint nous permet de faire. Et on vit aussi comme parents, on exerce notre parentalité dans un contexte où il y a beaucoup de tension, où il y a de la violence. Donc c'est extrêmement difficile pour ces femmes-là de réussir à avoir les pratiques parentales qu'elles souhaiteraient avoir. Moi, les femmes avec qui j'ai travaillé souvent me disaient: je sais que j'ai pas été une aussi bonne mère que j'aurais voulu, mais c'est pas parce qu'elles ne veulent pas ou parce qu'elles ont pas les capacités, c'est parce que le contexte et les comportements conjoints ne leur permettent pas d'exercer leur parentalité comme elles le voudraient. Alors, je pense que quand on travaille avec ces mères-là, on peut les soutenir dans le développement des pratiques parentales, mais il faut absolument reconnaître le contexte dans lequel elles vivent et il faut les soutenir dans tout ce qu'elles vivent et il faut essayer de soutenir aussi la relation mère-enfant dans ce contexte-là. Mais ce qu'il faut pas faire, c'est ne pas leur envoyer le message qu'elles ne sont pas des bonnes mères ou qu'elles sont des mauvaises mères parce qu'elles ne réussissent pas à répondre à tel ou tel besoin des enfants, mais plutôt que reconnaître qu'est-ce qui fait qu'ils n'y arrivent pas, puis comment on peut les aider à y arriver en les soutenant, puis en les accompagnant, puis un coup qu'elles seront sorties de la relation où il y a de la violence conjugale, ça va s'améliorer. Donc, il faut vraiment y aller étape par étape, mais en reconnaissant ce qu'elle vit, puis en évitant à tout prix de la blâmer ou d'exacerber son sentiment de culpabilité qu'elle a déjà probablement comme mère parce qu'elle réussit pas à donner tout ce qu'elle voudrait à ses enfants dans ce contexte-là. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est super important. Et puis, puis pour le parent violent, dans le fond, il y a beaucoup de ressources qui existent pour les hommes, très peu pour les femmes, mais il y a des ressources qui existent. Moi personnellement, je me sens pas outillée pour les aider autant que je voudrais dans la gestion de leur colère puis de leur violence. Je les réfère. Tout simplement, je les réfère, je m'assure, je fais le suivi avec la ressource, par exemple. Je m'assure que les choses sont réellement mises en place, puis que les suivis sont entamés, puis on s'assure de communiquer ensemble aux besoins. Là. Je trouve que c'est important tout ça. Là. Ah, vraiment. Il y a une question qui nous a été posée, puis je la trouvais vraiment intéressante. En fait, il était question de est-ce qu'on peut parler de choc post-traumatique chez les enfants qui ont vécu la violence familiale de leurs parents, pas de leurs enfants, de leurs parents en tant qu'enfants. Je pense qu'il y en a là des syndromes. Est-ce que les recherches ressortent ça aussi ou comme oui. dans le fond oui.
puis tu sais, d'emblée, je dois dire que je suis pas un expert du choc post-traumatique, hein, ça relève souvent de la psychologie ou de la santé, donc j'ai pas fait moi-même des études là-dessus, mais par contre, c'est vrai que de plus en plus d'études nous montrent que parmi les conséquences de la violence conjugale, il y a le stress post-traumatique, que les enfants peuvent développer certaines caractéristiques ou même un syndrome de stress post-traumatique. Donc oui, tout à fait, les recherches le montrent de plus en plus, et je pense que ce qui est important à garder en tête, c'est que les recherches nous montrent aussi que souvent, ces conséquences-là, notamment le stress post-traumatique, va pas être bien décelé par les différents intervenants, et ça fait que on va interpréter les comportements ou les réactions des enfants comme étant, par exemple, un déficit de l'attention ou un trouble d'apprentissage ou une incapacité de se concentrer ou un trouble d'opposition, alors que, dans le fond, ces réactions et ces comportements sont des conséquences de ce qu'il vit à la maison, mais parce qu'on l'a pas, on n'a peut-être pas été suffisamment à l'écoute, on l'a pas décelé, ben on interprète mal, puis ça fait qu'on va peut-être mettre un plan d'intervention, on va peut-être le médicamenter pour tenter de l'aider, mais dans le fond, on n'ira pas travailler sur c'est quoi le problème à la source. Donc, c'est important quand on a des enfants qui vivent des difficultés ou qui de par leur comportement, réagissent ou ont des comportements qui sont entre guillemets problématiques, d'essayer d'aller voir comment ça se passe à la maison. Puis c'est pas toujours ça la cause, mais d'essayer d'aller explorer est-ce que ça pourrait être ça la cause, puis si c'est ça la cause, ben essayons de mettre en place des éléments pour travailler sur les causes du problème et non seulement sur les symptômes que l'enfant peut développer là, comme conséquence de ce qui vit à la maison. Oui, c'est intéressant, vraiment. Moi, dans le fond, j'ai eu quelques parents qui me sont arrivés avec des soupçons qui vivaient un choc post-traumatique de l'enfance qui n'avait pas été décelé. Puis ils avaient eu des diagnostics, comme tu viens de dire, en fait. Et puis plus tard, en vieillissant, à la vie adulte, ils s'étaient mis à consommer alcool, drogue, ils se mettaient en situation dangereuse, ils avaient de la misère à assumer leurs responsabilités. C'était vraiment quelque chose qui ressortait là comme très très flagrant, puis avec la réflexion puis le recul, il mettait ça sur le compte de ça parce que il y avait des flashs de quand il était, mettons, le conjoint levait la voix, il y avait un flash de leurs parents en train de se chicaner, des choses comme ça. Donc c'était vraiment très viscéral, c'était loin, c'était ancré loin en eux là, tout ça. Puis moi c'est sûr que je les réfère dans ce temps-là, je les réfère vers un psychologue, mais j'ai trouvé ça moi ça m'a perturbé de voir à quel point ça pouvait durer dans le temps tout ça, surtout si c'est pas décelé quand ils sont plus jeunes, là, puis qu'ils sont pas accompagnés, aidés dans tout ça, parce qu'un choc post-traumatique ça se traite, mais il faut le déceler pour ça. Puis c'est pas facile. Puis oui, effectivement, puis parfois c'est un peu troublant de voir comment les conséquences peuvent être à long terme d'avoir vécu dans un contexte de violence conjugale. Mais je trouve que lorsqu'on parle des conséquences, puis je pense que c'était une autre question qui nous était posée, hein, c'est quoi les conséquences de manière plus générale de l'exposition à la violence conjugale? Puis c'est une question qui, moi je trouve que c'est la question qui nous revient le plus souvent, c'est quoi les conséquences sur les enfants, parce qu'on est préoccupé de quelles peuvent être les conséquences sur les enfants. Puis c'est vrai qu'il peut avoir des conséquences de l'ordre du choc post-traumatique, il peut avoir des conséquences, je le nommais un peu plus tôt, des comportements, l'enfant peut développer des problèmes de comportement, peut avoir des problèmes d'adaptation, peut développer des problèmes d'apprentissage, son fonctionnement en milieu scolaire peut être beaucoup plus difficile et tout ça. Mais je pense que ce qu'il faut aussi reconnaître lorsqu'on s'intéresse aux conséquences de la violence conjugale sur les enfants, c'est que certains des enfants ne vont pas développer de problèmes de comportement ou de problèmes d'apprentissage ou de choc post-traumatique. Certains enfants seront pas là,
mais c'est pas grave, même s'ils ne démontrent pas de difficultés ou de problèmes, le fait de vivre dans un contexte de violence conjugale, ça a des conséquences au quotidien. Je pense que ce qu'il faut reconnaître de plus en plus, c'est que de vivre dans un contexte de violence conjugale, là, c'est de vivre dans un contexte où au quotidien, tu vis dans un climat de tension, où tu marches sur des œufs toujours parce que tu sais pas, tu essaies de prédire quand est-ce que ça va sauter, mais c'est pas vraiment on peut pas vraiment... C'est pas prévisible. Prévenir. C'est de vivre dans un climat de terreur, de peur, de pas savoir dans quel état tu vas retrouver ta mère lorsque tu te lèves le matin ou lorsque tu reviens à l'école le soir, que tu reviens à la maison après l'école le soir. C'est aussi de vivre dans un environnement où tu essaies de faire tes devoirs, mais tu peux pas te concentrer parce qu'il y a du bruit, parce que t'as pas un endroit où tu peux aller puis être tranquille. C'est de pas pouvoir avoir d'amis à la maison, c'est de pas pouvoir aller chez des amis, c'est de pas pouvoir voir tes grands-parents parce que ton père vous permet pas à toi et ta mère d'avoir accès à une voiture ou d'avoir accès au téléphone. Donc, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà des problèmes que les enfants peuvent éventuellement développer, c'est qu'est-ce que ça leur fait vivre au quotidien. Puis c'est ça les conséquences à court terme de la violence conjugale, c'est de vivre vraiment au quotidien dans un climat de tension, de peur, de terreur, puis dans un contexte où c'est pas tellement favorable à la réponse à tes besoins et où aussi le parent qui est auteur de violence va souvent interférer avec les tentatives de l'autre parent de répondre à tes besoins comme enfant. Alors je pense qu'il faut reconnaître tout ça et ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'intervenir avant que les enfants développent des difficultés ou des problèmes. Donc, il faut pas attendre que l'enfant développe des difficultés pour dire ce qu'il vit, c'est important, puis il faut intervenir. Il faut intervenir plus tôt, dès qu'on sait qu'il vit dans un contexte de violence conjugale, pour voir comment on peut les soutenir là-dedans, puis les amener à éventuellement se sortir de cette situation-là ou amener le parent violent à changer, puis à cesser ses comportements violents. Donc, il faut essayer d'agir le plus en amont possible pour éviter que les conséquences se développent chez les enfants. Tout à fait. Ah, wow. Oui, ben ça nous donne des belles pistes en tout cas pour mieux intervenir avec les enfants puis les parents. Est-ce qu'on avait une autre question? J'essaie de voir questions qui nous ont été soumises auxquelles on n'a pas encore répondu. J'ai l'impression que ça fait pas mal le tour des questions qui nous avaient été soumises. Marie-Ève. Oui. Alors j'espère qu'on aura répondu en tout cas à certaines questions qui ont été soulevées par les organismes et ça a été un plaisir de discuter de tout ça avec toi et j'espère qu'il y aura d'autres occasions d'en discuter à nouveau. Mais tout à fait. Moi aussi, ça a vraiment été une belle expérience. Merci beaucoup, Simon, pour le partage de tout ça. Là. Ça a été un beau moment. J'espère que ça va servir autant aux gens qui nous auront écoutés aujourd'hui que moi, ça peut être agréable comme moment. Merci beaucoup. Bye bye. Bye. Voilà ce qui conclut ce balado. Nous tenons à remercier Simon et Marie-Ève pour ce généreux partage. Nous espérons que les informations partagées vous seront utiles. S'il vous plaît, prenez quelques secondes pour compléter notre court sondage ou nous acheminer des commentaires. Au nom de l'équipe des Rendez-vous Enfants et Familles en Santé, nous vous disons à bientôt!